Bonjour Bernard. Bonjour. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Ravi d'être accueilli. Donc, la médecine traditionnelle chinoise est de plus en plus populaire en France. Elle offre une alternative appréciée pour ses résultats et sa simplicité. Que penses-tu de la progression de sa législation aujourd'hui? La législation n'évolue pas. C'est le flou absolu depuis 2004 qui avait été incontestablement un espoir. La directive de avril 2011 de THMPD était normalement censée faire évoluer les choses au niveau européen, et on s'aperçoit que c'est toujours le flou le plus absolu. Certains pays ont légiféré et on sait exactement les lois qui s'appliquent à notre profession. C'est le Portugal, c'est l'Allemagne, c'est aussi les Pays-Bas. Mais tout le reste, c'est le flou le plus absolu. Je ne parle pas de la Suisse qui ne fait pas partie de la CE, mais là aussi où les lois d'encadrement sont très claires. Chez nous, c'est le flou le plus absolu. En gros, rien n'a évolué. Il y a 146, si j'ai bonne mémoire, 146 plantes autorisées en commercialisation en France, uniquement par les officines, c'est-à-dire uniquement par les pharmaciens. Voilà, donc il n'y a aucune évolution, et on voit bien que, contrairement à l'évolution économique, qui est très importante aujourd'hui, puisque le chiffre à peu près global de la MTC est d'environ 350 millions d'euros, donc qui représente au moins 70 millions d'euros de TVA, malgré cette évolution économique, les pouvoirs en place, pas celui d'aujourd'hui, mais ceux d'avant pareil, on constate aucune évolution, aucune volonté de faire progresser la législation. Est-ce que c'est dû à la pression des lobbies pharmaceutiques, grands labos bien sûr, probablement, et l'ordre des pharmaciens? On est le seul pays au monde à avoir un ordre des pharmaciens, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. La pression est totale. Et au contraire, plutôt qu'évoluer, on régresse. Et au niveau européen? Au niveau européen, à part les 3 pays que je vous ai donnés, c'est pareil, c'est le flou le plus absolu. Aujourd'hui, au niveau européen, normalement, on devrait tourner aux alentours de 350 plantes autorisées. Donc quand on dépose il y a même en vérité une notification auprès de la DGCCRF en France, on se retrouve là aussi devant des aberrations, c'est-à-dire qu'une plante n'est pas autorisée en France, mais elle est autorisée dans un pays de la communauté européenne, si petit soit-il, eh bien on le prend dans ce pays et on ne peut pas la refuser en France. Voilà, c'est assez étonnant, mais... Est-ce que ça veut dire que certaines directives ou textes européens ne sont pas aujourd'hui déclinés en France? Absolument. D'ailleurs, j'ai lu une lettre tout à l'heure qui était très claire, la réponse de Xavier Bertrand, qui dit bien qu'il y a une loi, une directive européenne qui est la directive de 2011, mais qui est inappliquée dans tous les pays. Il dit bien dans tous les pays, elle est inappliquée. Donc pas une particularité française? Pas du tout. La seule particularité, c'est que nous, on n'a aucun texte législatif, sauf le lobby des pharmaciens. Merci Bernard. Et je t'en prie. La MTC s'appuie notamment sur l'utilisation de plantes. Quelles sont les contraintes aujourd'hui pour les importer depuis la Chine ou les pays concernés? Alors les contraintes. Aujourd'hui, tout dépend des pays qui reçoivent la livraison. Il y a des contraintes, par exemple en Belgique, mais qui n'ont rien à voir avec les contraintes en France. La plupart du temps, si on importe ces plantes en France, on a une saisie pratiquement sur 80% des plantes, vu que si on prend notre cas à nous, notre laboratoire, on importe à peu près 600 plantes, minéraux et animaux. Sur ces 600 plantes, il y en a en France donc environ 150 autorisées, en Belgique 200, plus le Novel Food. Novel Food, donc c'est une nouvelle création de la communauté européenne avec l'application des fameuses 15 années de commercialisation antérieure donc à la date d'aujourd'hui. Si on peut le prouver, on peut importer. Mais les Belges, eux, font pas cas de ça. À la limite, on importe et ils sont pas très très regardants. Si on parle de la France, on se fait saisir les 3/4 du stock. Voilà. Maintenant, les contraintes, c'est obligatoirement des analyses, ça c'est clair, la chromatologie des plantes, surtout quand on dépose des notifications. Et donc, il faut absolument que les plantes qui sont importées soient accompagnées des certificats d'analyse. Alors, bien sûr, les grands classiques avec pas de plomb, etc. Et puis, la vision
comment dirais-je, la vision d'une globalité des plantes qui n'est pas encore spécifiée. C'est assez complexe et nous, bien sûr, on applique tout ce qui est analyse de départ et on vérifie les analyses à l'arrivée et on fait faire des chromatologies. On ne peut pas le faire sur toutes les plantes parce que les prix sont prohibitifs d'une analyse en question, la chromatologie. Enfin, on le fait. On le fait pas sur toutes. Je dis les choses comme elles sont, on ne peut pas le faire sur toutes, mais en gros, 1 sur 10, oui. On peut vérifier que l'analyse qui nous est donnée par les usines chinoises qui font les plantes sont conformes à la législation du pays qui reçoit les plantes. Lorsque tu reçois des plantes, on a dit en Belgique par exemple, que tu les conditionnes ou que tu en fais des préparations, est-ce que la commercialisation à partir d'une usine en Belgique qui ferait ces produits en intérieur de l'Europe est possible ensuite? Et oui. En France particulièrement? Oui, bien sûr c'est possible. Oui. Que dire de l'organisation de la profession pour arriver à sortir aujourd'hui de ces difficultés? Organisation est certainement pas le mot qu'il faut prendre en compte. Il n'y a aucune organisation. C'est-à-dire chacun tire de son côté à U et à dia, en fonction d'intérêts personnels, en fonction de fierté personnelle. Les divas que tout le monde connaît se manifestent très régulièrement pour contrer une autre diva, et on s'aperçoit que c'est la chienlit totale, c'est-à-dire tout le monde tire de son côté, et il n'y a rien qui avance. La seule manière d'avancer aujourd'hui, c'est présenter un front commun, c'est-à-dire créer une union, mais qui soit une réelle union. Le mot est lâché, c'est l'union. Sans union, je ne vois vraiment pas la profession avancer, et elle connaîtra encore les affres que nous avons connus nous, et qu'ont connu pas mal de thérapeutes aussi. Donc je pense que sans union, il n'y aura pas d'avancée de la profession. Est-ce que tu vois aujourd'hui des mouvements pour monter cette union? Bien sûr, je pense que la réunion de tous les responsables de différents syndicats, fédérations et autres doit se faire en urgence. Pourquoi en urgence? Parce qu'on est en période préélectorale. Je reviens sur on va dire, le pouvoir de l'économie, de la profession, qui représente, je le disais tout à l'heure, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 millions d'euros de TVA. Or, c'est tout ce qui intéresse aujourd'hui nos politiques. C'est l'économie. La MTC, je ne pense pas que ça les travaille, je pense pas. Donc, ce qui les intéresse, c'est le chiffre économique, et le chiffre économique est magique. C'est maintenant qu'il faut aller voir. Alors, avant ou après les primaires, ça c'est un autre débat, mais il faut absolument aller voir ces gens-là, taper au plus haut et les voir directement, pas voir le 10e conseiller, pas du tout, mais aller les voir directement et leur soumettre les chiffres économiques que génère la profession. Et là, ça nous permettrait d'avancer, mais unis, une fois de plus, unis. Si chacun y va de son côté, ça servira strictement à rien. Est-ce que de travailler avec l'ambassade de Chine au motif d'un échange équilibré des cultures et des pratiques des différentes nations, ça peut être un point d'appui? Mais c'est même plus qu'un point d'appui, c'est vital. Si on prend la Chine aujourd'hui, sa volonté incontestablement, c'est de devenir le numéro 1 mondial. En général, l'économie, etc., la pensée, la philosophie. Or, le modèle des États-Unis, bien que je ne l'aime pas précisément, et pas particulièrement, mais incontestablement, en ayant dominé le monde, ils nous ont influencés culturellement. C'est-à-dire qu'on a eu le rock, on a eu la soul, on a eu, etc., en particulier au niveau de la musique, mais à un tas d'autres niveaux. Et la Chine, ce que je disais à l'ambassadeur, c'est que la Chine peut un jour être numéro 1 au monde, mais pas uniquement économique. La culture joue énormément sur une domination, et la culture va faire que, incontestablement, le rang de la Chine peut être numéro 1 si la culture avance avec l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette culture en question, dont fait partie incontestablement la médecine traditionnelle chinoise, doit être prise en compte. C'est ce que disait l'ambassadeur. Culturellement, la médecine traditionnelle chinoise fait partie intégrante de la culture chinoise. Il est donc important qu'elle soit non seulement pérennisée, mais reconnue partout en Europe.
Comment est-ce que tu vois le lien entre les techniques européennes de médecine et les techniques chinoises? Est-ce qu'on pourrait avoir une complémentarité? Ben, je vais citer le cas des CHU des hôpitaux chinois. Chaque fois que je suis invité à visiter un CHU en Chine, on s'aperçoit qu'à gauche, on commence au rez-de-chaussée, il y a la pharmacie de médecine traditionnelle chinoise et à droite, la pharmacopée allopathique. Quand on monte, Clinica à gauche, médecine traditionnelle chinoise, à droite, c'est aussi la médecine urgentiste, c'est-à-dire voilà, notre médecine à nous. Chirurgie, etc. Et chaque fois, on retrouve la même chose, des côtés gauche et côté droit. Et quand on a fini la visite, en général, le patron me dit, alors, ça vous a plu, bien sûr, et chez vous, c'est pareil. Je dis non, chez nous, ça peut pas être pareil, mais on comprend pas. Le pays de Descartes, le pays le plus cartésien d'Europe, n'applique pas ce qu'il y a de meilleur. Nous, on a pris ce qu'il y avait de meilleur chez vous, la médecine urgentiste. Pourquoi vous n'intégrez pas notre médecine dans vos hôpitaux? Dans les patients qui traitent, comment se répartissent finalement ces techniques? C'est très équilibré aujourd'hui en Chine? Je vais citer mon cas à moi, personnel, où je suis traité pour un diabète 2. J'ai les deux pharmacopées, ça marche très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une forme de fusion et d'entente entre ces deux médecines.